l'INSERM. Ça, c'est l'enregistrement qui commence. Et qu'il travaille sur les controverses et les attitudes vaccinales, et ce, depuis un certain moment, puisqu'il a démarré son travail à l'occasion de la pandémie AH1N1. Et donc, précisément, le titre de sa présentation, ben, ça va être Doute à l'égard des vaccins et rapport à la science. Donc, un beau programme qui, je pense, vous met tous en appétit. Et juste aussi une petite précision, la personne qui a très gentiment accepté d'être discutante de la présentation de Jérémy, c'est Coralie Chevalier. On la remercie tout particulièrement parce qu'elle a été contactée un peu tardivement et elle a quand même accepté. Donc merci Coralie de vous rendre disponible pour discuter la présentation de Jérémy. Et je voudrais juste rajouter aussi que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, à l'École normale sup. Vous êtes spécialiste en sciences cognitives et comportementales. Donc, on sera tout à fait intéressé du regard que vous pourrez porter sur les résultats et les réflexions dont Jérémy va se faire l'écho dans sa présentation. Jérémy, c'est à toi. Alors merci. Alors je vais essayer de faire fonctionner le PowerPoint. Non. Hop. Comment est-ce qu'on peut faire partager l'écran? Voilà. Voyez le PowerPoint. Oui, il s'affiche. Oui, ça Il s'affiche. Si s'affiche. tu peux vérifier que les diapositives défilent Ouais, avant de ça. commencer, parce que parfois il y a des bugs. Non, c'est bon, parfait, merci. C'est bon, ça marche? Très bien. Oui. Si tu peux aussi essayer d'agrandir tes diapositives, ce serait cool, parce que là, on en voit deux, en fait. Ah ouais, alors c'est le problème. Alors dans ces cas-là, alors est-ce que je peux changer l'écran sur lequel je partage? En fait, c'est dans Oui. paramètres d'affichage, Jérémy. Oui, je vais partager l'écran 2, c'est ça. Et c'est mieux comme ça? Voilà, Parfait, parfait. Voilà, génial, super. merci. Alors, je me mets un timer parce que j'ai la fâcheuse tendance à dépasser et donc je ne voudrais surtout pas commettre comment dire, cette transgression. Merci à tous. Je vais présenter en fait un travail en cours que je réalise avec Rana Youssef, qui est ingénieur d'études à l'INED et qui ne peut malheureusement pas participer au séminaire aujourd'hui, mais qui est dans nos pensées. Donc, c'est un travail donc sur la question de la relation qu'il y aurait entre rapport au vaccin et rapport à la science. Donc, c'est un travail qui s'inscrit dans le cadre du projet ECOVAC dont vous avez entendu parler qui nous a permis de lancer ce réseau, financé par la NRS, mais notamment, je vais principalement me concentrer sur une enquête qu'on a réalisée dans le cadre du projet ECOVAC, une enquête par questionnaire, donc on va en parler après. Et oui, non, on va pas en parler après, on en parle dès maintenant, puisque en gros, le but de cette enquête, c'était justement d'investiguer cette question de la relation entre rapport au vaccin et rapport à la science. Mais ça s'inscrit dans le cadre plus large, d'essayer de faire un état des lieux de ce que l'on sait en fait des rapports à la science, des rapports ordinaires à la science aujourd'hui en France. Alors, la thématique des rapports ordinaires à la science, hein, c'est une thématique qui en fait a émergé assez fortement à l'actualité médiatique depuis 10 ans. C'était pas la première fois puisqu'on a vu cette thématique venir, repartir depuis notamment la fin des années 80 en France, et plus particulièrement depuis une petite décennie, ça se passe dans un contexte de redynamisation des mobilisations pro-science, et notamment d'un changement du profil en gros des mobilisations publiques autour de la science. Donc là, je renvoie beaucoup aux travaux de Paul Guy-Escuret, qui vient de terminer sa thèse et qui nous fait l'honneur d'assister à cette séance, sa thèse portant sur justement les mobilisations pro-science aujourd'hui, dans lequel il montre notamment que en fait, on est beaucoup passé de mobilisations principalement venant du côté, enfin, structurées autour du Parti communiste, à aujourd'hui des mobilisations qui sont un peu plus marquées du côté des publics ingénieurs et des mouvements politiques plus proches du libéralisme économique, et avec notamment une forte valence de délégitimation des sciences sociales. Alors, et donc, ce qui est intéressant, alors ça c'est juste pour donner un petit peu de cadre aujourd'hui, mais qui change un peu la manière dont on a eu de discuter la question des rapports à la science, et surtout, en fait, la thématique des vaccins, elle a été prise au cœur de cette dynamique, puisque la question de la réémergence, notamment des épidémies de rougeole, et plus généralement de le diagnostic que la France
comment dire, était particulièrement hésitante à l'égard des vaccins, a été constamment utilisée pour illustrer en fait l'hypothèse d'une montée de la défiance à l'égard de la science dans les sociétés contemporaines, causée par différentes choses, mais notamment par la montée des comment dire, comment dire, le développement de l'usage des réseaux sociaux. Et alors notamment, bon, par exemple, ce qu'on a vu beaucoup, c'est la manière dont les militants critiques des vaccins, donc les figures de la critique des vaccins sont en fait constamment présentés comme des exemples justement de cette remise en cause fondamentale de la science aujourd'hui. Donc là, j'ai mis donc quelques exemples face à vous, mais c'est quelque chose qu'on a notamment particulièrement étudié avec Paul Guy Escuret et Clément Alapatique, la manière dont en fait le label anti-vaccin n'était pas juste un label de stigmatisation pour, par exemple, ses conséquences sur la santé publique, mais aussi avait une forte valence de dénonciation justement des mouvements anti-sciences. Donc en ce sens-là, finalement, la question de la vaccination, elle a échappé en quelque sorte à un confinement dans les arènes proprement de santé pour devenir en fait un symbole au croisement donc de la santé, de la science et aussi de la politique. Bref, le militant anti-vaccin comme illustration de la radicalité dans le domaine de la connaissance, mais aussi politique. Et alors le problème en fait des cadrages, enfin de ce cadrage, et notamment des débats qu'il y a eu à la fois dans l'espace public, mais aussi largement dans l'arène académique, c'est qu'ils se sont en fait largement faits dans l'ignorance à peu près absolue des travaux empiriques existants sur cette question. Alors notamment, ça s'est notamment traduit. Alors oui, enfin ça s'est notamment traduit dans un flou de ce que l'on veut dire dans rapport à la science. En fait, ce que l'on voit, c'est une tendance à penser toute forme de remise en question des recommandations officielles ou des sujets sur lesquels il y a un consensus scientifique comme une forme de remise en cause du principe même de la science. On le voit notamment avec l'assimilation aux formes d'obscurantisme traditionnel, etc. Et en ce sens-là, ce n'est pas une remise en cause d'un savoir scientifique ou des doutes, etc. C'est en fait une remise en cause de la science en général. Et donc, ce qui est particulièrement frustrant, notamment quand on est un sociologue comme moi avec un ancrage en sociologie des sciences, c'est qu'on a vu, au contraire, récemment, un développement de travaux sur les rapports ordinaires à la science et des travaux qui sont en fait beaucoup plus informés sur l'état des controverses sur ce type de sujet et aussi informés sur en fait les dynamiques que vit la recherche en général, notamment la recherche médicale sur les 40-60 dernières années, qui permettent notamment de penser de manière un peu plus fine l'articulation en gros entre ces rapports ordinaires à la science et les dynamiques au cœur de ce monde scientifique. Et donc ces travaux qui sont très bien résumés donc par les trois références que je vous présente devant. Alors le premier c'est un ouvrage en fait en quelque sorte de revue de littérature réalisé par Guy Léal, qui s'appelle The Crisis of Expertise, qui est particulièrement intéressant, notamment ce qu'il avance, c'est qu'en fait on ne serait pas face à une crise de la science, mais une crise de l'expertise, qui est un domaine extrêmement particulier à l'interface entre science et régulation publique. C'est aussi bien illustré par le rapport issu de l'enquête Science and You, donc c'est le document au milieu. L'enquête Science and You, elle a été réalisée à la fin de l'année 2020, et c'est en fait un des rares travaux empiriques de grande ampleur récemment et qui souligne notamment toute l'ambivalence des rapports à la science. Et enfin, la troisième référence, c'est le très bel ouvrage de Maya Goldenberg qui s'appelle Vaccine Hesitancy, dans lequel cette dimension du rapport entre science et défiance vaccinale est explorée. Et en gros, ce qui ressort alors d'une littérature qui va bien au-delà de ces trois références, hein, il y a vraiment une multiplication, il y a eu notamment une multiplication des travaux publiés pendant l'épidémie de Covid. C'est d'abord en fait le fait que si on veut s'intéresser au rapport ordinaire à la science, il faut s'intéresser à la multiplicité qui existe au sein de l'activité scientifique. En gros, on a une grande diversité d'institutions, de disciplines, différents degrés de prestige des savoirs, mais aussi de nature controversée ou consensuelle des savoirs engagés. En fait, l'essentiel des domaines qui sont concernés par la recherche scientifique, l'essentiel des domaines qui font l'objet de remise en question par le public et qui font l'objet de controverses publiques, ce sont des domaines qui sont justement non pas de la science fondamentale réalisée dans des laboratoires purement, par exemple, financés en France sur fonds publics, mais sont plutôt les sujets sur lesquels qui se passent à l'interface entre régulation publique, innovation et investissement financier. Et ça, c'est un domaine très particulier du monde de la recherche. Et c'est notamment
dans ces controverses-là, c'est des controverses dans lesquelles une grande diversité d'acteurs peuvent se revendiquer de la légitimité scientifique ou au moins revendiquer certains gages de légitimité scientifique. Alors, la vaccination, ça s'y prête particulièrement bien puisque, par exemple, en France, parmi les principaux critiques des vaccins que l'on a vus, il y avait notamment le professeur Joyeux, des directeurs de recherche INSERM, d'anciens chercheurs INSERM, des chercheurs CNRS. Ça ne veut pas dire que c'était eux qui représentaient la science, mais si on se place du point de vue du public, on a au moins l'apparence du fait que la science, on a l'apparence d'une controverse et parfois on a de vraies controverses. Et ça m'amène au deuxième point qui est le centrage sur la question de la défiance à l'égard de la science, elle tend à occulter en fait une réalité qui est cette question de l'intersection réelle entre recherche comme activité et d'autres sphères d'activité comme la sphère politico-administrative et la sphère économique. Et donc, ce qui est important, c'est que ça veut dire que les discours qu'il y a sur telle technologie et sur la science en général, en fait, ils se mêlent aussi à des discours sur ce qui est souhaitable, à la fois socialement, généralement, mais aussi sur à qui on doit faire confiance. Et c'est notamment le fait que dans ces controverses-là, on a à la fois plusieurs personnes qui se revendiquent de la science, mais on a aussi des acteurs politiques, des acteurs économiques qui vont s'exprimer sur ce qu'est la science, sur ce que doit être la science, etc. Bon, et alors donc tous ces éléments, ils sont au cœur en fait d'un courant de recherche contemporain dont le travail que je vais présenter, la suite duquel le travail que je vais présenter souhaite en tout cas s'inscrire. C'est un courant qui s'intéresse au rapport ordinaire à la science en revendiquant justement une approche plus ancrée en sociologie des sciences et qui vise principalement à reformuler en fait cette question de la défiance à l'égard de la science pour regarder exactement comment, dans quelle mesure les personnes naviguent dans ces controverses publiques dans lesquelles souvent on n'est pas très certain de qui peut se revendiquer la science, ou alors on navigue entre différents degrés de conception de la science, soit la science comme une idée associée au progrès, ou concrètement un ensemble d'institutions, des chercheurs, etc. Donc, par exemple, le type de question que je me pose, c'est dans quelle mesure quelque chose comme les doutes à l'égard de tel vaccin, dans quelle mesure ils engagent des rapports à la science par opposition à des rapports aux politiques, à telle institution ou des rapports à la santé, etc. Donc, c'est dans la lignée de ces réflexions que je vais m'inscrire là. Et en gros, là, je vais avoir un objectif assez simple dans ce que je vais présenter, c'est voir dans quelle mesure les attitudes à l'égard des vaccins s'expliquent par différents aspects des rapports à la science. Et donc, pour cela, je vais m'appuyer sur l'enquête ECOVAC. Donc, c'est la première vague d'enquête que l'on a réalisée dans le cadre du projet. Donc, c'est un questionnaire auto-administré sur Internet avec méthode des quotas réalisé à l'été 2023. Alors, ce qui est important, je vais m'intéresser principalement à deux outcomes en quelque sorte. Donc, en fait, on avait d'autres questions sur les vaccins, mais qui étaient posées à des sous-échantillons. Et ça, ces deux questions sur les vaccins, elles ont été posées à tout le monde. Donc, on a une question qui est très classique dans les travaux sur les vaccins en France, qui est « Êtes-vous favorable aux vaccins en général ?» Et on voulait aussi, en fait, voir la différence qu'il pouvait y avoir entre les attitudes vis-à-vis d'un vaccin donné et les attitudes vis-à-vis de la vaccination en général. Et alors, ce qui n'est pas évident, donc, vous voyez, cet item, il ne ressemble pas beaucoup au précédent, mais ça traduit aussi la difficulté qu'il y a à étudier les rapports à la vaccination contre le Covid dans un monde dans lequel, en fait, la vaccination contre la Covid, elle a évolué. Est-ce que on peut pas prendre, par exemple, le fait de s'être vacciné comme un proxy des attitudes à l'égard de la vaccination Covid, parce qu'on sait que toute une partie des Français se sont vaccinés plus ou moins par contrainte, et on sait aussi que les représentations peuvent avoir changé. Donc, on a justement formulé cet item pour essayer de capter, en fait, l'élément le plus fondamental de remise en cause des recommandations officielles sur la vaccination Covid, qui était le fait que le vaccin a une balance bénéfice-risque positive pour tous les adultes en bonne santé. Donc, on a réalisé cette idée. Donc, ça, c'est vraiment les réponses à ces questions. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette présentation. Mais donc, cette enquête, elle visait principalement donc à analyser ces rapports au vaccin en les croisant à toute une diversité de manières d'approcher les rapports à la science. Et donc, on a mis dans cette enquête toute une diversité d'items qu'on a essayé de reprendre dans les travaux qui avaient déjà été réalisés à la fois internationalement et en France.
avec vraiment l'idée que ce type d'enquête, elle doit aussi en fait s'appuyer sur l'existant, notamment pour voir s'il y a des dimensions d'évolution, pour aussi pouvoir contrôler les biais que l'on peut avoir, Alors vous allez voir, je pense que c'est une des forces de l'enquête, mais c'est aussi une faiblesse, parce que comme on va le voir, les items existants qui sont au cœur de la littérature aujourd'hui, ils sont tous limités de certaines manières. On a un peu envie de proposer une refonte de ces items, mais ça, je vais pas du tout en parler ici. Comment dire, je m'excuse d'avance juste pour comment dire, la nature, pour les limites des items utilisés. Donc en fait, on a identifié toute une diversité d'items qui ont déjà été utilisés en France. Donc par exemple, en France et à l'étranger, par exemple, dans les études, que ce soit en France ou par exemple ou aux États-Unis, mais aussi à l'échelle européenne, la question de la confiance dans la science, en général, formulée comme ça, on ne sait pas très bien si ça indique la science comme l'idée de la science, ou est-ce que c'est la science et ses institutions. C'est juste, on demande aux gens, est-ce que vous avez confiance dans la science, et on voit s'ils répondent. En tout cas, ça, c'est un des éléments principaux aujourd'hui dans la littérature pour approcher les rapports à la science. Donc pour ça, on a utilisé l'échelle du CEVIPOF qui pose cette question, genre, est-ce que vous avez confiance ou pas dans, et puis on fait une liste de choses. Et donc, par exemple, personne n'a confiance dans les partis politiques, mais je veux dire, la confiance dans la science, on est au-delà de 80% des gens qui ont confiance. Et ce qui est intéressant dans cette échelle, c'est qu'il y a aussi d'autres éléments qui peuvent nous intéresser, notamment la confiance dans les agences gouvernementales, dans les médecins, dans les industriels du médicament, et puis ensuite une diversité comment dire, d'institutions, d'acteurs politiques. Donc ça va être une première série d'items. Un deuxième item qu'on a retrouvé qui a beaucoup été utilisé à la fois en France et à l'étranger, c'est quelque chose qui est notamment utilisé dans le baromètre de l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, qui en fait réalise depuis 2000 parmi les principales enquêtes sur le rapport à la science, leur baromètre. Et eux, ils utilisent par exemple systématiquement la question d'une manière générale, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion des experts scientifiques? Donc là, déjà, on voit que l'on passe de la science en général, c'est-à-dire les institutions en général ou l'idée de la science, aux gens qui la réalisent, mais pris dans leur globalité. On a aussi pris là un des items les plus largement utilisés qui se rapporte à la relation entre science et progrès, qui est d'une manière générale, avez-vous l'impression que la science apporte plus de mal à l'homme, plus de mal que de bien. Et ce qui est intéressant avec cet item, c'est qu'on a un recul jusqu'à 1972 dessus, puisque les premières enquêtes qui l'ont utilisé en France, c'est 1972. On a aussi essayé évidemment de, plutôt que poser des questions sur la science en général, poser des questions sur un ensemble de sujets autres que la vaccination, pour voir s'il y a une cohérence dans ses avis, puisque par exemple, là je me réfère aussi à des travaux qu'on a fait avec Paul et que Paul a développé après, et la question des listes qui sont faites pour stigmatiser notamment publiquement les anti-vaccins et pour symboliser les dangers qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis de la science. Généralement on fait des listes et voilà, vous avez les anti-vaccins qui sont à côté des gens qui croient dans les chemtrails, qui sont à côté des gens qui n'aiment pas le nucléaire, qui sont etc. On fait la liste. Non, tous ces gens-là, les gens qui se méfient des vaccins sont probablement aussi platistes, etc., etc. Donc l'idée c'était quand même de proposer une diversité de sujets scientifiques pour voir s'il y a une cohérence dans ces attitudes. Donc, on avait à la fois un item sur l'énergie nucléaire, il y a un item sur la croyance anthropique du changement climatique, et aussi un ensemble d'items qui est utilisé par l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, qui est dans lequel les personnes devaient évaluer à quel point une diversité de sujets représenter des risques notamment pour la santé. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permettait d'avoir genre 7, 8, 9 sujets. On demande aussi, est-ce que, en gros, les excédents d'engrais constituent un grand risque, un petit risque, pas très grand risque ou pas grand risque du tout. Et voilà. Donc ça, et à côté de cela, l'idée c'était aussi d'approcher les explications classiques des rapports à la science, notamment l'idée que la défiance vis-à-vis de la science, ou en tout cas les croyances hétérodoxes, s'expliquerait par un manque de connaissances scientifiques. Et pour cela, d'ailleurs, il y a une idée qui est très ancienne. Hein, et d'ailleurs, dès les premières enquêtes réalisées aux États-Unis dans les années 70, on voit le souci de créer des échelles de littératie scientifique, donc d'essayer de mesurer ce que les gens connaissent de la science. Et donc on a utilisé l'échelle la plus largement utilisée. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas fermé. Ouais, je ne sais pas qui. Bon. Vu que les questions sur la vaccination portaient principalement sur la thématique médicale, on a aussi ajouté un indicateur lui aussi largement utilisé de compréhension de l'administration de la preuve médicale. Je passe un peu sur le détail, mais en gros, on demande aux gens, pour tester un médicament, est-ce qu'il faut le donner à 1000 personnes ou donner 500 500 à un groupe et 500 à un autre groupe. Voilà, la bonne réponse, c'est le deuxième. Et le lien avec justement la science contre les obscurantismes, on a aussi posé des questions sur l'intensité de la pratique religieuse. Bon, donc là, voilà, je suis désolé, c'est un peu
c'est un peu lourd, c'est un gros loukoum qu'on propose là, mais j'espère que ça va se clarifier après. En gros, l'idée, c'est juste déjà de croiser, voir s'il y a une cohérence entre ces entre ces attitudes-là et les attitudes à l'égard des vaccins, mais aussi dans ces attitudes-là dans leur ensemble. Et alors, bon, bah déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder si, en gros, les personnes qui donnent, en gros, les réponses défiantes à l'égard des items scientifiques donnent aussi les réponses défiantes vis-à-vis des vaccins. Et en fait, donc, on peut faire ça de manière très simple, avec des traits croisés, où on regarde, par exemple, par exemple, dans la ligne de gauche, la part des personnes qui pensent que la science apporte plus de mal que de bien, qui sont aussi défavorables au vaccin en général. Donc là, on voit que c'est autour de 32% dans cette enquête, mais aussi la part au sein des gens qui sont défavorables au vaccin en général, qui pensent que la science apporte plus de mal que de bien. Donc on voit que c'est 19,4. Donc, je n'ai pas évidemment commenté chacun des éléments, mais ce qui ressort très fortement, enfin, il ressort plusieurs choses très fortement de ce tableau, c'est qu'en gros, on trouve de fortes corrélations. Ceci étant dit, ces corrélations, en tout cas moi personnellement, je les ai trouvées beaucoup moins fortes qu'attendues. Par exemple, on voit que seulement 35% des personnes qui disent ne pas avoir confiance dans la science sont défavorables au vaccin en général. Et parmi les gens qui sont défavorables au vaccin en général, seuls 31% se disent aussi pas confiants dans la science. Alors c'est évidemment pas loin de 2 fois plus que le reste de l'échantillon. Ceci étant dit, c'est une petite minorité. Et on le voit sur à peu près tous les items qui portent sur la science en général, que ce soit les opinions, la mauvaise opinion sur les experts scientifiques. On le voit aussi sur les questions plus spécifiques, par exemple les ondes générées par le Wi-Fi, le changement climatique n'a rien à voir avec l'activité humaine. En gros, on a des corrélations, mais ces corrélations, elles sont quand même alors, si on prend en gros le lieu commun de l'anti-vaccin, anti-science, on est très très loin du 100% qui se dit défiant à l'égard de la science. Et l'autre chose que l'on voit qui est très marquante, non, avant d'aller à l'autre chose, par contre, on voit une corrélation beaucoup plus forte avec, par exemple, la défiance à l'égard, enfin le manque de confiance dans les agences. Là, vous avez vous avez les 2 tiers des personnes qui sont défavorables au vaccin en général, qui se disent aussi défiants, qui disent ne pas avoir confiance dans les agences gouvernementales en charge de réguler les risques de santé. Et là, déjà, on commence à voir une topologie dans laquelle l'enjeu, alors une topologie que j'ai envie de dire à la Eyal, l'idée que l'enjeu, c'est principalement la capacité des autorités publiques à réguler l'expertise plutôt que la question de la science en général comme meilleure manière de répondre à des questions factuelles. Et le deuxième élément que l'on observe, c'est aussi le fait que ces corrélations, elles sont plus ou moins fortes suivant qu'on parle de la défiance à l'égard des vaccins en général ou qu'on parle en gros, des doutes à l'égard de la vaccination contre le Covid. Puisque là, par exemple, je veux dire, la corrélation avec les items de défiance à l'égard de la science en général, par exemple, la science apporte plus de mal que de bien. Vous avez que 14,7% des personnes qui pensent qu'il était inutile de vacciner contre le Covid, qui pensent que la science apporte plus de mal que de bien. Vous n'avez que 20,6% qui se disent aussi peu confiants dans la science. Et donc là, en fait, on voit aussi que suivant le type d'attitude à l'égard des vaccins que vous étudiez, le poids de ces dispositions à l'égard de la science en général ou d'autres sujets scientifiques varie considérablement. Je pense que ça, c'est un premier élément qu'il est important d'avoir en tête, hein. Ça renvoie à, aux analyses que j'ai déjà évoquées, notamment le fait que, en fait, si l'enjeu, c'est principalement l'expertise, ça veut dire que l'enjeu principal n'est pas tant l'activité des scientifiques en eux-mêmes, mais la capacité, par exemple, des agences de sécurité, de garantir le fait que leurs décisions soient basées sur de la science qui représente vraiment la science, plutôt que de la science qui peut être biaisée par les conflits d'intérêts, les pratiques délétères de la recherche, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça veut dire que c'est pas du tout la même manière d'envisager les rapports à la science, suivant que l'on la pense comme la remise en cause de les lumières la progression des lumières depuis 300 ans, ou qu'on la pense comme la remise en cause de la capacité de l'État à construire des institutions qui sont capables de résister aux pressions d'acteurs aux intérêts spécifiques. Et le deuxième élément vers lequel ça renvoie aussi au fait que une des complexités de réfléchir au rapport à la science, c'est que les controverses portant sur tel ou tel sujet, souvent, elles ont des aspects qui sont communs,
Notamment, parfois, ils ont des acteurs qui sont communs. Si vous prenez par exemple les États-Unis, les think tanks conservateurs qui ont financé de la pseudo-recherche sur le réchauffement climatique sont aussi ceux qui ont financé de la pseudo-recherche sur la théorie de l'évolution, sont aussi souvent liés ou proches des think tanks qui ont financé de la pseudo-recherche sur le tabac, etc., etc. Il y a évidemment des éléments en commun. Et en même temps, il y a quand même des topologies très différentes des débats suivant le sujet. Par exemple, sur la thématique des vaccins, on a beaucoup vu la topologie dans laquelle vous avez des acteurs qui essayent réellement de se présenter comme étant du bon côté de la science, notamment en refusant la critique des vaccins en général pour se concentrer sur l'usage de l'aluminium, tel ou tel vaccin, et qui en même temps, paradoxalement, par leur intervention dans les débats publics, vont clamer la gloire de la science en disant nous on est les Galilées du 21e siècle, il faut effectivement une science qui est objective, indépendante des intérêts des différents autres et surtout comment dire, qui revendique les catégories les plus fondamentales du récit scientifique, c'est-à-dire la recherche désintéressée, empirique, fondée sur des données, etc., mais pour remettre en cause la science officielle. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a du vrai dedans. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez cela en compte, si vous prenez cette nature des débats publics en compte, plutôt, vous êtes obligé de prendre en compte cette nature des débats publics parce que si vous parlez des rapports ordinaires, il faut voir en fait quel type d'information et quel type de cadrage comment dire, accompagne l'information sur tel ou tel sujet. Par exemple, sur la thématique des vaccins en général, on a eu beaucoup d'articles dans la presse grand public, mais aussi beaucoup de pages de blogs dénonçant les anti-vaccins comme des obscurantistes contemporains. Mais par contre, en fait, les débats sur la vaccination contre la Covid, vous avez un mélange d'acteurs politiques et d'acteurs scientifiques. Vous avez une diversité de sujets, que ce soit en fait la primo-vaccination, les rappels, les enfants, le bivalent, etc. Et donc, par exemple, le fait que cette prégnance des dispositions vis-à-vis de la science en général a l'air de moins jouer sur la vaccination contre le Covid, elle traduit probablement aussi le fait que dans les débats qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui sur la vaccination contre la Covid, vous êtes beaucoup moins à des niveaux de généralisation qui engagent justement ces grands récits de la science qui progresse. Bon, et donc ces éléments-là, alors vous allez dire, oui, Jérémy, merci, tu nous montres des traits croisés, est-ce qu'on pourrait faire un peu des stats un peu plus avancées? Alors moi j'aime bien les traits croisés parce que c'est pas moi le roi des stats, donc ça c'est une chose à avoir en tête, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être discussion très fine de la méthodologie, malheureusement Rana n'est pas là, donc je vais essayer si vous avez des questions là-dessus après, je vais essayer d'y répondre, mais préparez-vous psychologiquement à ce que je vous dise, écoutez, je vous réponds par mail, après on aura discuté avec Rana. Mais bon, donc bon, ça c'est une illustration notamment pour vous montrer le relativement faible overlap de ces différentes attitudes. Je passe un peu vite dessus, mais par exemple, on voit que le manque de confiance dans les agences, il recoupe partiellement le manque de confiance dans la science, qui regroupe que très partiellement l'avis sur la science. Et est-ce que vous pensez que la science fait plus de bien que de mal? De la même manière, à côté, on voit que le manque de confiance dans la science recoupe très partiellement le jugement sur la vaccination Covid et le jugement sur la vaccination en général. Mais bon, surtout, on a fait des régressions parce que pour contrôler avec différents facteurs. Donc, comme je parle trop lentement, je vais avancer un peu vite, mais juste pour vous montrer qu'on a contrôlé pour sexe, âge, revenu. On a créé un score d'engagement politique, c'est-à-dire à quel point les personnes sont intéressées et engagées politiquement. Proximité partisane. On a créé un score de confiance politique avec les items de l'échelle de confiance du CEVIPOF, avec dedans notamment la confiance dans les agences qui est dans le score de confiance politique. Donc, on a vraiment séparé les items portant sur la science en général, les items portant sur l'espace politique. Alors ça peut être discuté, on peut réfléchir à peut-être extraire les agences de ce score-là, mais on va voir que, en tout cas, pour le type d'analyse qu'on a fait, je pense que les résultats sont assez parlants. Le diplôme, voilà, score de littératie scientifique, degré d'intensité de la pratique religieuse et la confiance dans la science. Donc, on s'est vraiment concentré sur les principales variables qui sont discutées largement dans la littérature, notamment le rôle de la confiance dans la science, le rôle de la littératie scientifique et le rôle de la religiosité. Alors finalement, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est moins la régression elle-même qui montre que, oui, évidemment, moins on a de confiance, plus on est défiant, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a réalisé des type 2 analyses
qui permettent notamment de voir le poids relatif des différentes variables dans l'explication de la variance. Donc, en gros, à quel point est-ce que telle variable, elle est importante ou plus importante que les autres. Et une chose déjà que l'on remarque dès le début, c'est que ce soit pour le fait de se dire défavorable au vaccin en général ou de juger qu'il est inutile de se faire vacciner contre la Covid, le score de confiance politique est la principale variable. Par contre, sur la vaccination en général, on voit que la confiance dans la science, c'est la deuxième variable la plus importante. Et là, on voit une différence avec la question de la Covid, dans lequel la confiance dans la science reste une variable importante. Par contre, c'est une variable qui est rétrogradée, notamment par rapport à la proximité partisane, l'âge et l'âge et équivalent avec le revenu. Donc, on retrouve en fait ce que l'on avait pressenti avec les traits croisés. Donc, ça confirme donc, ce que j'évoquais ci-dessus. Et ça, quand même, en termes de résultats, ça nous dit quand même que la question de la confiance dans les institutions publico-politiques, elle est probablement plus importante que les dispositions vis-à-vis de la science en général. Bon, par exemple, on voit que le score de littératie scientifique, alors il disparaît pas complètement, mais il est très mineur dans l'explication, de même que l'est le diplôme, par rapport justement aux enjeux de confiance et de politisation. Ça, c'est un élément qui est assez important. Ça rejoint les critiques classiques vis-à-vis des explications des explications par le manque de compréhension. Mais bon, en fait, ça va, c'est une chose de le dire et c'est une autre chose de le montrer. Mais alors, ceci étant dit, donc je dis, donc mon propos avec cela, c'est de justement peut-être dégonfler un peu ce cadrage de la défiance à l'égard de la science. Et en même temps, je dis un peu, quand même, enfin, plutôt ces résultats suggèrent quand même que oui, certes, ok, peut-être que c'est pas le principal, enfin, peut-être que ces dispositions-là sont pas celles qui sont les plus explicatives, néanmoins, on voit qu'elles pèsent. Et donc, résultat, pour moi, en fait, ce qui est issu la conclusion principale à tirer de ces premières analyses, c'est de dire, il faut en fait sortir du cadrage dominant, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut balancer la question des rapports ordinaires à la science à la poubelle. En gros, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose là. Ça n'explique pas tout, et il faut réfléchir justement à l'articulation entre ces différentes sphères, les rapports aux politiques, les rapports à l'économique, la question des inégalités sociales et les rapports à la science. Il faut les penser ensemble, mais il ne faut pas abandonner cette question des rapports à la science. Et donc, je vois que j'ai encore 10 minutes, c'est ça, on m'a dit 40 minutes. C'est bien ça, Pierre? Oui, Jérémy, c'est bon. Oui, oui. Tu as Ok. encore un peu de temps. Donc, résultat, on a fait quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas encore été fait en France, en tout cas, il me semble. Enfin, si vous connaissez, je suis très preneur. En gros, on a fait on a essayé de voir s'il y avait des profils cohérents dans les réponses à toutes ces différentes attitudes à l'égard de la science. Parce que là, vous voyez, dans les régressions, on a vraiment pris avec Rana les dispositions vis-à-vis de la science en général. Ok, certes, mais est-ce que, vu que l'on a montré quand même que ça pèse, mais quand même de manière relativement limitée dans les rapports à la vaccination, est-ce que ça pèse sur, je ne sais pas, l'avis sur le réchauffement climatique, le nucléaire? Est-ce qu'on a des profils types de répondants là-dessus? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un clustering en utilisant la méthode de la classification hiérarchique sur composantes principales, en utilisant, en gros, toutes les variables sciences que j'ai évoquées au début pour faire le clustering. Donc, on n'a pas mis dedans la proximité partisane, on n'a pas mis l'âge, etc., même si on a évidemment croisé avec cela. Par contre, pour faire le clustering, on n'a pas fait ça. Le clustering, c'est uniquement sur les réponses aux questions sciences. Et donc, on a obtenu, on a trouvé 7 clusters, enfin, la solution à 7 clusters était celle qu'on a trouvée la plus heuristique. Là-dessus, vous voyez, donc là, c'est des diagrammes en bâton qui se concentrent sur 7 variables qu'on a utilisées dans le clustering, sachant que dans le clustering, on a utilisé, je crois, 16 ou 17 variables. Donc, c'est vraiment, pour nous, les variables qui sont les plus illustratives de ces clusters, mais ce n'est pas en fait la totalité du résultat. Malheureusement, en fait, en termes de visualisation, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça, à part un énorme tableau. Voilà. En gros, ce que l'on trouve, c'est donc on trouve plusieurs types de clusters. Alors, le cluster qui est le plus simple à interpréter en quelque sorte, c'est le cluster 1 que vous voyez en haut à gauche, qu'on a appelé les systématiquement enthousiastes. Donc là, c'est simple, ils se distinguent de tous les autres clusters par le fait qu'ils sont à peu près 100% enthousiastes sur tous les éléments de la science, à peu près.
Donc là, par exemple, on voit que même pour la confiance dans les agences, ils sont à peu près 80% de confiance dans les agences, alors qu'en moyenne, on est plutôt autour de 50%. On voit notamment qu'ils ont une littératie scientifique relativement plus élevée par rapport aux autres clusters, sans non plus que ce soit spectaculaire. Par contre, ce qui est important de noter quand même, c'est que comment dire, cet enthousiasme, il n'est pas non plus total. Par exemple, on voit que dans leurs réponses aux questions sur les risques des engrais et d'autres innovations technologiques, il y a plusieurs questions sur lesquelles, certes, ils sous-estiment les risques par rapport au reste de l'échantillon, mais il reste à plus de 60% qui disent qu'il y a des risques importants de vivre à côté d'une centrale nucléaire, etc. Euh, Ensuite, on a un deuxième cluster. Donc, et ça, vous voyez, ce cluster, en gros, on va dire, les pro-sciences au sens quasiment les plus enchantés, ça n'est que 11% de l'échantillon. Et à côté de ça, on a le deuxième cluster qui est le plus gros cluster d'échantillons, qui sont en gros enthousiastes à de rares exceptions. Et moi, ce que j'aime avec ce diagramme, c'est qu'on voit bien justement comment dire, ce caractère un peu, enfin pas ambivalent, mais en tout cas, cette topographie un peu complexe. En gros, on a quasiment 100% de confiance dans la science. Par contre, confiance dans les agences, là, on tombe autour de 60%. On a des opinions positives des experts scientifiques, mais en gris, c'est les personnes qui ont dit ni bonne ni mauvaise. On a quand même autour de 25% des répondants de ce cluster qui ont une opinion bonne ni mauvaise des experts scientifiques. Pareil, sur l'impact de la science, donc ça c'est est-ce que vous pensez que la science fait plus de bien que de mal? On a 60%, autour de 60% qui disent qu'elle fait plus de bien que de mal. On n'en a quasiment pas qui disent que la science fait plus de mal que de bien. Par contre, on a pas loin de 30, enfin, pas loin de 25% qui disent qu'elle fait autant de bien que de mal, qui est la réponse principale en France, hein, autour de 45%. Et on voit là déjà, sur la question des vaccins, là où dans le cluster 1, 100% enthousiaste, on avait quasiment 100%, parce que c'est 99% qui étaient favorables au vaccin en général, et on avait moins de 10% qui pensaient qu'il était inutile de vacciner contre le Covid-19. Là, on voit que vaccination en général, pas de souci, c'est très bien. Enthousiasme quasi généralisé, bon, on a 5% qui sont défavorables. Par contre, là, on arrive déjà avec ce deuxième cluster, qui est le deuxième cluster le plus enthousiaste à l'égard de la science dans tous ses aspects. On est déjà à plus de 25% qui jugent qu'il était inutile de vacciner contre le Covid-19. Je voudrais juste rappeler que la vaccination des adultes en bonne santé contre le Covid-19, c'est la première recommandation de ce vaccin et c'est celle sur laquelle, en gros, dans l'espace médical mainstream, il n'y a pas eu de débat ni en France, ni dans d'autres pays. Je ne parle pas de la revaccination avec la troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, je parle juste de vacciner tout court contre le Covid-19. Et là, voilà. Et on ne voit pas une énorme différence. Enfin, on a moins de personnes qui ont une littératie scientifique élevée, mais on n'a pas non plus une proportion beaucoup plus grande de personnes avec une littératie scientifique fausse, une littératie scientifique plus basse. Et donc, en gros, voilà, vous voyez, je ne vais pas aller en détail sur chacun des clusters, mais en gros, ce que l'on voit, c'est que à mesure qu'on s'éloigne des clusters les plus enthousiastes, on commence à multiplier, à avoir des clusters dans lesquels les réponses ambivalentes sont plus marquées, mais elles commencent principalement sur les items qui portent soit sur les scientifiques plutôt que la science en général, surtout les agences, et des sujets particuliers. Si on va par exemple à l'opposé, on a le cluster 4 qui est en gros les désenchantés. Donc ça, c'est peut-être le cluster le plus symétrique avec le premier. C'est le cluster qui présente les attitudes les plus négatives. Donc là, par exemple, parmi eux, on a 80% qui pensent qu'ils jugeaient que c'était inutile de vacciner contre le Covid. On a autour de 50% qui ont répondu qu'ils étaient défavorables au vaccin en général ou qui ont répondu qu'on ne savait pas. On a à peine 10% qui pensent que la science fait plus de bien que de mal. Et en même temps, ce qui est important de noter là-dessus, c'est que, eh ben, en fait, on a quand même autour de 50%. Donc, dans ce cluster, le cluster qui présente les attitudes les plus défavorables à l'égard de la science dans tous les aspects, eh bien, on a autour de 50% qui disent continuer à faire confiance à la science. Dans ce cluster, d'ailleurs, on a autour de 50%, 45% qui restent favorables au vaccin en général. Donc,
Alors, si, pour faire un résumé probablement beaucoup trop rapide enfin, de ce qu'on retire de ces clusters, c'est que, en fait, on a effectivement en gros deux pôles qui en fait peuvent correspondre plus ou moins, enfin qui correspondent plus ou moins bien à en gros des attitudes cohérentes vis-à-vis de tous les aspects de la science, dans lesquels par exemple on a à la fois confiance dans la science en général, mais on a aussi confiance dans les agences gouvernementales et on a aussi confiance dans l'impact de la science sur tous les aspects de la vie sociale. Mais ce que l'on a surtout, c'est des entre-deux dans lesquels en gros, vous avez bien plus de confiance dans l'idée de la science en général que dans les institutions concrètes. Et à mesure que l'on va de plus en plus sur des questions concrètes et notamment des questions controversées, eh bien là, c'est là que ressortent les attitudes de doute, de défiance, de remise en cause. Et ce qui est important, c'est que je trouve que le cas des vaccins, surtout lorsqu'on met côte à côte la vaccination générale et la vaccination contre le Covid, illustre assez bien alors, ce qui n'est pas des paradoxes, mais ce qui peut apparaître comme des paradoxes, puisque voilà, on voit que très rapidement, par exemple, même le deuxième cluster le plus enchanté, il y a beaucoup de remises en cause de la vaccination contre le Covid-19, et à l'inverse, même du côté du cluster le plus désenchanté, il y a une adhésion relative générale à la vaccination. Alors, ce qui m'amène à la conclusion. Donc, en fait, c'est peut-être une conclusion qui est presque banale en quelque sorte, mais en fait, qui n'est pas si banale lorsqu'on s'intéresse au paysage de la production des travaux sur les rapports à la science en France. Ce qu'il faut voir en France, c'est qu'il y a eu relativement peu de travaux empiriques sur les rapports à la science en France. Pendant des décennies, là, à peu près la seule personne qui travaillait dessus était Daniel Bois et les personnes qu'il arrivait à enrôler ponctuellement autour de ces questions-là. Mais pour le coup, en termes de production empirique, lui-même le dit, hein, ça a été, voilà, il n'a pas réussi à créer une dynamique autour de cela. Et il est beaucoup plus connu, par exemple, pour ses travaux sur les écologies plutôt que les travaux sur la science. En fait, on a eu beaucoup de commentaires généraux, de discussions théoriques et finalement pas beaucoup d'exercices de collecte de données et d'analyse fine de ces données. Or, moi j'ai l'impression que ces enquêtes, ce que cette enquête montre, mais enfin, j'en sais des résultats qui sont aussi cohérents avec les enquêtes de Science and You, c'est qu'il faut s'y intéresser, mais il faut s'y intéresser d'une manière qui est ancrée dans les acquis de la sociologie des sciences et de la sociologie des controverses, ancrée dans ce que l'on sait de la topologie des controverses scientifiques aujourd'hui, et en fait partir en gros d'un récit militant auquel par ailleurs moi j'adhère, hein, moi, je suis pour qu'on défende la science, je pense qu'on remet trop en question la science les chercheurs, et d'ailleurs quand on est chercheur en sciences sociales aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être dans cette position-là, puisque par exemple parmi les exercices publics d'anti-intellectualisme et de militantisme anti-science les plus marquants qu'on a eu sur les 10 dernières années, ils ont principalement touché la délégitimation des savoirs issus des sciences sociales. Et pourtant, ça, enfin, comment dire, les mots d'ordre politiques sont pas forcément ceux qui éclairent le plus l'analyse des données. Or, moi, j'ai l'impression que depuis une petite dizaine d'années, on a une multiplication des travaux qui arrivent à faire ce qui a longtemps été en fait, comment dire, laissé de côté, qui est de faire une vraie sociologie des sciences des rapports ordinaires à la science. Et ça, ça implique notamment en fait de poser la question de l'objet. C'est pas, est-ce que c'est la science en général comme idée? Est-ce que c'est la science au sens de ces institutions? Est-ce que c'est les chercheurs? Est-ce que c'est tel sujet, etc. Et en fait, commencer à faire une exploration des rapports à la science dans leur diversité et voir comment ceux-ci croisent les rapports aux autres institutions publiques. Et donc ça implique de s'intéresser à la science comme une activité sociale. Et en fait, on n'étudie pas les rapports à une activité sociale de la même manière que l'on étudie les rapports à une idée générale et un slope. Et donc, j'espère justement que ce travail-là, c'est une première étape, hein. L'idée, c'est de partir de cela et de continuer à travailler avec ça. Et j'espère que voilà, de plus en plus de personnes s'engageront dans ce projet, dans ce type de projet-là. On a vu quand même une dynamique autour de ça pendant l'épidémie de Covid-19, notamment j'ai évoqué l'enquête Science and You. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Je pense notamment à Shirin Abdulkarim qui assiste à ce séminaire. Merci Shirin d'être là. Voilà, je pense que vraiment il est urgent qu'il y ait une dynamique de recherche sur ces questions-là pour qu'on sorte des débats publics qui participent à polariser cette question et surtout qui poussent sans cesse à aller, oui je m'arrête, qui poussent sans cesse à aller vers des explications qui fonctionnent de manière limitée. Merci.
Et je l'ai passé de 1 minute 16. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Et sans plus attendre, je passe la parole à Coralie, qui est donc discutante de cette présentation. Coralie, si vous voulez commencer, c'est quand vous voulez. Juste avant, je voulais juste vous passer la consigne pour préparer la discussion après, que ceux qui souhaitent poser des questions lèvent la main, mais de façon virtuelle en se servant des outils Zoom, bien entendu. Merci d'avance. Merci Pierre, merci Jérémy. Et juste pour clarifier, Pierre, pour la discussion, c'est vous qui passez la parole ou c'est moi qui passe la parole? Je reprendrai Ok, je m'occuperai de passer la parole aux uns et aux autres. Et vous avez environ un quart d'heure pour pouvoir faire votre, enfin un quart d'heure, 20 minutes pour discuter de la présentation de Jérémy, si ça vous convient. ok, merci beaucoup. J'espère Merci ne pas vous Jérémy restreindre, pour, hein. euh, pour le papier et pour la présentation. C'était vraiment passionnant, ça soulève plein de questions. Euh, je pense pas que je vais parler pendant un quart d'heure parce que j'ai surtout envie de t'entendre sur un certain nombre de questions que le papier m'a évoquées. Et puis surtout d'essayer de prendre un moment pour réfléchir aux solutions que tu as en tête. Euh, et quelque part, j'ai l'impression que s'intéresser à la question des solutions, parce que bon, on a quand même besoin de se poser la question des politiques publiques qui pourraient être associées aux problèmes que tu soulèves et que tu décris d'une manière nouvelle et très intéressante. Et j'ai le sentiment que pour répondre à cette question des solutions et des politiques publiques, il faut qu'on réponde à d'autres questions. La première, c'est à quel point est-ce que, d'après toi, cette défiance dans les institutions est légitime? En fait, cette question-là, elle est plus complexe que la question la question qu'on se pose quand on s'interroge sur renforcer la confiance dans la science. Parce que quand on veut renforcer la confiance dans la science, on part du principe que la science dit quelque chose de vrai et que peut-être les personnes n'ont pas compris ces véritables, véridiques informations scientifiques. Et donc, on fait des politiques publiques de pédagogie, d'esprit critique, etc. Donc, on présuppose que la science dit quelque chose de vrai. Et que donc le niveau de défiance envers la science, il est en partie infondé. Dans le cas que tu mets toi en avant, c'est un peu plus délicat. Est-ce que on a des raisons de penser ou d'évaluer à quel point le niveau de défiance dans les institutions, il est légitime ou pas légitime? Donc ça, c'est la première sous-question quand on veut réfléchir aux solutions. La deuxième, qui vient des clusters que tu as présentés, c'est de savoir si tu penses qu'il faut s'adresser différemment aux différents clusters. On peut imaginer que les politiques publiques qu'on a envie de mettre en place pour favoriser le take-up, le recours à la vaccination, elles vont être très différentes pour les systématiquement enthousiastes par rapport aux dubitatifs en général, mais peu inquiets en particulier, et par rapport aux désenchantés. Donc ça, c'est la deuxième question. Et la dernière question qui vient du fait que moi, je trouve très intéressant, du fait qui est que même parmi les désenchantés, on observe que la confiance dans la science n'est pas si détruite que ça. Euh, J'aimerais bien t'entendre sur la façon dont on peut aussi réfléchir aux politiques publiques à destination des décideurs et des agences régionales de santé et de Santé publique France et toutes ces personnes qui peut-être manquent de confiance dans le fait que les citoyens ont en fait confiance que c'est un terreau positif sur lequel on peut s'ancrer et que les politiques publiques qui visent à lutter contre les fake news, etc., peut-être que elles sont peut-être utiles. C'est pas, je veux pas dire qu'il faut faire aucun effort pour lutter contre les fake news et tout ça. Mais en tout cas, on peut s'interroger sur la proportionnalité. Est-ce qu'on met assez d'attention et d'efforts pour finalement s'adresser aux personnes qui sont dans le ventre mou de l'hésitation, du questionnement. Est-ce qu'on pense assez à ces personnes-là? Étant donné que même quand on regarde tes clusters, même quand on va dans les clusters les plus anti, finalement, ils sont quand même pas farouchement anti, ils doutent pas de tout, ils sont pas opposés à tout.
Donc moi, ma question, c'est est-ce que on a réfléchi aussi à la façon dont on renforçait la confiance des décideurs dans l'écosystème santé publique, dans la confiance qu'ils devraient accorder aux citoyens? Voilà, donc c'est un peu en poupée russe, et c'est pour ça que je voulais pas m'exprimer pendant un quart d'heure, mais plutôt te rendre la parole pour t'entendre sur la question des solutions. Ben, Merci disons que encore, vous avez c'était un quart d'heure passionnant. pour échanger. Merci beaucoup, Coralie. Alors moi, je vais pas avoir 15 minutes de réponse. Alors, ouais, je pense que c'est des super questions. Euh, c'est vrai que la question des modes d'intervention, je suis souvent en fait interrogé là-dessus et malheureusement en fait, c'est un point sur lequel je pense qu'on est souvent déçu en me parlant parce que je suis assez circonspect sur ces questions des interventions, notamment parce qu'en fait, dans une grande partie des cas, en fait, on a un problème et on pense que c'est en agissant sur tel problème qu'on va résoudre ce problème. Or, dans les choses que l'on a très bien vues pendant l'épidémie, mais qu'on savait déjà d'avant, notamment la question des inégalités, et comment les inégalités de ressources, que ce soit éducation, revenus, maîtrise du système de santé, elles pèsent énormément sur le fait de se faire vacciner ou pas, indépendamment de ce que l'on pense des vaccins. Et là-dessus, on dit, ouais, mais comment est-ce qu'on peut agir sur les vaccins? Alors, il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut louer des cars, aller dans les cités, etc. Et ça a plutôt bien marché. Mais bon, il faut des dispositifs qui sont énormes. Et moi, ce que j'ai pas arrêté de dire, mais c'est quelque chose qui est en fait quasiment inutile à dire, c'est que en fait là, le problème, c'est pas un problème de vaccination, c'est un problème, en gros, de suivi des personnes dans le système de santé. Où est-ce qu'il y a des très bonnes couvertures vaccinales? Dans les pays dans lesquels on a des centres de santé locaux, bien implantés, et dans lesquels, en fait, les personnes, chaque fois qu'ils ont quelque chose, ils savent où aller, ils savent qu'ils vont pas payer, ils voient toujours les infirmières qu'ils connaissent, etc. Et où, en gros, ça marche pour vacciner. Mais là, on parle en fait de restructurer complètement le système de santé. En France, avec le système de santé à mi-chemin entre le privé et le public, le fait que les médecins généralistes aient relativement peu de temps pour faire de la prévention, bah, ça pèse énormément sur le fait que même les gens motivés par la vaccination se fassent vacciner ou pas. Et là, bah, vous voyez, et en fait, c'est ça le problème des interventions, c'est que en fait, il y a tellement de modalités d'intervention et on a envie, en gros, de centrer sur des choses qui sont ciblées sur le problème, alors que généralement, en fait, un type d'intervention donnée d'ordre structurel pour avoir un effet sur énormément de choses. Euh, Peut-être que enfin, au-delà de ce commentaire très général et flou, peut-être commencer par les derniers. Je pense que une première chose à faire, Coralie, vous le dites très bien, c'est la question de la représentation. Alors, on parle énormément des rapports que le public a vis-à-vis de la science, mais il y a quelques papiers, et pas beaucoup, qui sont sur les rapports que les scientifiques ont sur le public. Mais même plus généralement, en fait, la question, c'est le rapport que les élites, enfin, comment dire, les représentations que les élites se font du public. Moi, dans ma thèse, j'ai étudié la grippe H1N1 et je m'étais intéressé en gros au dispositif de gestion de la crise, et notamment le volet de communication. Est-ce que ce qui m'avait marqué dans les plans de gestion de l'épidémie, dans les discours comment dire, des décisionnaires pendant l'épidémie de grippe H1N1 de 2009, c'est à quel point il y avait une peur que le public, en gros, pète les plombs. L'idée, il faut éviter la panique, il faut surtout rassurer parce que, en fait, il y a comment dire, des réactions irrationnelles du public. Elle est partout dans les dispositifs, dans les plans de préparation des épidémies. Et elle est au cœur de la communication de crise en France. En fait, plus généralement, ça touche à la question du paternalisme. Le paternalisme, on le connaît très bien, le paternalisme médical. On a eu un certain progrès là-dessus sur les 40 dernières années, mais qui reste quand même relativement limité, notamment lorsque l'on compare à d'autres pays. Alors, pas à tous les pays, mais à d'autres pays. Mais en fait, on a aussi une même approche en fait, du politique. On a eu une communication hyper descendante pendant l'épidémie de Covid. Et donc, ce qui fait que il y a un énorme enjeu en gros, informer les décideurs publics, que ce soit dans le domaine de la santé ou plus généralement dans le domaine politique, sur en fait la manière comment dire, fonctionne la société en quelque sorte. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est urgent que les sociologues, les personnes qui sont informées, enfin qui savent, enfin, comment dire, qui sont informées sur les controverses scientifiques, produisent des travaux sur les rapports ordinaires à la science, parce que en fait, lorsque des gens en sciences sociales ne sont pas informés
sur l'état des connaissances dessus, il participe à légitimer cette idée que le public est anti-science, il comprend rien, etc. Et on va tout rejeter. Et d'ailleurs, si les gens ne veulent pas se faire vacciner à un moment où vous communiquez n'importe comment, ben, en fait, c'est parce qu'ils sont irrationnels et c'est pas parce que vous avez caché telle information, enfin, comment dire, vous avez concentré la communication sur une personne qui est hyper politisée au lieu de la renvoyer vers des acteurs qui sont identifiés comme des experts plutôt qu'autre chose. C'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, pendant l'épidémie de Covid. On a eu une tentative de en fait, faire des scientifiques, notamment du conseil scientifique, des porte-paroles en gros, la gestion de l'épidémie. Mais rapidement, lorsque l'on commence à arriver à la campagne de vaccination, c'était déjà fini. D'ailleurs, les relations entre le conseil scientifique et le gouvernement étaient devenues un peu plus compliquées. Et ce que l'on a vu, c'est qu'on a vu une campagne de vaccination qui a été vraiment pilotée depuis, enfin plutôt annoncée, pilotée et les interventions publiques venaient d'acteurs identifiés comme politiques, ministres, présidents, etc. Donc, c'est un peu fouillis ce que je dis autour de cela, mais ce que je veux dire, enfin, si j'essaie de simplifier, c'est que effectivement, on voit, il faut, comment dire, acculturer les décideurs politiques pour justement en fait sortir de ces mécanismes dans lesquels, en tout cas en France, on est particulièrement pris, qui sont des mécanismes de relations publiques-gouvernants marqués par un mix de paternalisme, mais aussi de ce que les sociologues appellent le racisme de classe. C'est un grand mot, mais oui, c'est cette idée vraiment que on aurait une masse grouillante et que en fait finalement qu'on méprise un petit peu. Mais ce qui est pas évident, c'est que dès lors qu'on fait ce diagnostic-là, on a, en fait, la conclusion directe, c'est que les exercices de communication vont avoir un effet, mais ils vont avoir un effet relativement limité dès lors que l'on touche à des relations structurelles entre grands acteurs. Alors, je vais introduire immédiatement un bémol dans ce que j'ai dit, parce que, en gros, sur la question du paternalisme, par exemple, dans le domaine dans le domaine des vaccinations, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, là, de ce côté-là, l'État, il n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'on a une communication extrêmement, enfin, en tout cas pendant l'épidémie de Covid, on a eu une communication extrêmement paternaliste venant du sommet décisionnel. Par contre, en fait, les rouages de design des campagnes de communication, notamment chez Santé publique France, et je ne dis pas ça uniquement parce que peut-être qu'il y en a qui sont là, d'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il y en ait. Voilà. Bon, qu'ils soient là ou pas, en tout cas. En fait, là, l'importance qu'il y ait des institutions qui ont une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement est importante parce que, par exemple, il y a des super travaux, notamment de Camille Boubal, sur les principes de l'intervention chez Santé publique France qui se sont construits au fur et à mesure de ces 40 ans d'histoire et qui sont en fait des principes justement de rupture avec le paternalisme médical, de respect du public auquel on s'adresse, de jouer sur la rationalité du public plutôt que sur sa présupposée irrationalité. Et donc ce que l'on a vu, notamment ce que l'on voit d'ailleurs structurellement autour de la communication sur les vaccins, c'est une communication qui est qui s'inscrit beaucoup plus dans une dimension d'égalité entre communicants et cibles venant de Santé publique France que venant notamment des décisionnaires les plus politiques. D'ailleurs, moi, par exemple, pendant l'épidémie de Covid, j'étais étonné d'à quel point la DGS avait été mise un peu de côté dans la communication publique, parce que lorsque l'on revient au cas de la grippe H1N1, vous aviez une communication qui était beaucoup plus claire, qui admettait beaucoup plus directement les incertitudes sur le virus, et une communication qui était incarnée par des personnes qui avaient eu des fonctions dans le domaine de la santé. Ça permettait justement de dépolitiser. Bref, donc la conclusion là-dessus, c'est l'importance qu'il y ait en gros des cultures professionnelles spécifiques qui intègrent en gros ce que l'on sait sur l'éthique de la communication publique, mais aussi l'éthique des interventions. Donc tout ça, ça dit pas grand-chose sur les solutions, même si ça donne une sorte de patchwork de points sur lesquels on va. Et je pense malheureusement que je peux pas dire des choses beaucoup plus précises. Alors, faut-il s'adresser différemment aux différents clusters? En fait, oui, forcément, mais par contre, la question se pose de est-ce que dans certains cas, on peut avoir un impact important via la communication, alors que dans d'autres cas, c'est pas du tout via la communication, parce qu'à partir du moment où vous avez une défiance complète vis-à-vis, par exemple, du gouvernement et des institutions centrales, vous avez une communication de Santé publique France, on va pas non plus le croire. Et c'est là aussi ce qui n'est pas évident, c'est-à-dire que par ailleurs, moi je suis relativement,
je pense que si on devait faire un pôle entre critique et comment dire et fan absolu des interventions, de debunking, comment dire de nudge, etc. Je suis plutôt du côté du pôle critique. Ceci étant dit, on voit qu'il y a des effets qui sont souvent comment dire pas très important à long terme, mais en même temps, on voit aussi que ce que ça fait aussi, c'est renforcer des normes, rappeler que lorsque l'on dit quelque chose qui est faux, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui va venir dire que c'est pas vrai. Et donc, ce qui fait que, donc tout ça pour dire finalement pas grand-chose, qui est que c'est une question très compliquée et peut-être la seule conclusion, c'est il y a les dispositifs de communication, mais là, on tombe rapidement dans la question de en qui on a confiance et il y a les transformations structurelles qui sont nécessaires et notamment la question des inégalités économiques et de leur impact, par exemple sur le marché de l'emploi. On sait que la confiance dans les institutions publiques, elle est extrêmement corrélée à la question de la crise de l'emploi, à la question de la crise de l'emploi en France, et où on a envie de dire, bah oui, ok, merci, il faut changer de société. Donc voilà, je suis un peu entre les deux. Pas sûr que ce soit très satisfaisant comme réponse, mais j'ai pas beaucoup mieux. Merci Jérémy. Coralie, est-ce que vous souhaitez relancer avec une question? Parce que je vois Non, que merci. finalement Non, non. personne n'a levé la main. Oui, mais c'est Enfin, parce que les gens sont timides, mais oui, ils vont bah, on lever va la main. essayer de les inciter à poser des questions. Surtout, n'hésitez Et pas. voilà, ça y est. Ah, eh ben, je ne vois pas où pour le moment. Raphaël Chaillet. Eh bien, Raphaël, je ne vous ai pas identifié, mais allez-y, puisque Coralie a été plus rapide que moi. Euh, Vous m'entendez? Très bien, Ouais. merci. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. C'est hyper stimulant, cette idée d'aller explorer un peu plus précisément de quoi la science est-elle le nom. Après, moi, j'avais envie de te demander si tu avais quand même repéré, en gros, enfin, au sein des polarités des clusters, est-ce qu'on ne retrouve pas des grands clivages politiques, notamment dans le rapport à une sorte de technocritique de droite et une technocritique de gauche, ou une confiance dans la science de gauche et une confiance dans la science de droite? Typiquement, bah, je prends l'exemple, tu parlais du changement climatique, de l'indice de croyance dans le caractère anthropique. On imagine assez logiquement que les personnes qui croient beaucoup au changement climatique et à l'impact humain vont assez logiquement être aussi contre les OGM et ainsi de suite. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ou est-ce que c'est plus compliqué? Et la deuxième question, ce que j'avais envie de poser, c'était si vous aviez eu envie d'introduire quelques questions d'indices justement pour mesurer les rapports aux sciences sociales. Je pense à une question du type est-ce que vous pensez que les différences entre les hommes et les femmes résultent pour partie de l'éducation? Merci Raphaël, c'est une super question. Alors, c'est une super question notamment parce qu'elle pointe la limite de ce qu'on a fait pour l'instant. En gros, c'est vrai que pour l'instant, en fait, on avait deux pistes. Il y avait soit, en gros, aller du côté de explorer vraiment les interactions entre les différentes attitudes à l'égard des différents items, comment dire, sciences qu'on avait. Notamment, par exemple, faire un zoom sur le changement climatique. On aurait pu faire ça. Et c'est vrai qu'on est plutôt allé du côté de, en fait, on va zoomer sur ce qu'on connaît le mieux parce que c'est aussi ce qui favorise l'interprétabilité. On peut replacer ce type de réponse dans en fait ce que l'on sait des mobilisations critiques, des débats autour de ces questions sur les 10 dernières années. Et par exemple, j'ai pas zoomé sur le changement climatique précisément. Par contre, ce qu'on a fait pour les clusters, c'est que on a quand même regardé comment dire leur composition en termes politiques. Et par exemple, ce que l'on voit, c'est le cluster le plus comment dire le plus enchanté. On a une grosse surreprésentation des personnes qui se sentent proches des partis du centre, donc c'est centre, droite, gauche. Alors, enfin, on peut débattre de si le centre est au centre, à droite, mais en gros, en termes positionnellement, voilà, donc c'est PS, REM, et les Républicains, et surtout avec une énorme surreprésentation des personnes du centre et une grosse sous-représentation des personnes notamment qui sont sans proximité partisane. Alors que si on va de l'autre côté, du côté du cluster le plus, comment dire, ceux qu'on a appelés les désenchantés, là on a une grosse surreprésentation
des personnes proches. Alors là, on n'a pas vu une grosse différence droite radicale et gauche radicale. C'est vrai que sur la question spécifique du changement climatique, par exemple, on n'a pas vu une énorme, comment dire, un énorme poids dans le clustering. On voit effectivement des variations entre les désenchantés et etc. Mais par exemple, c'est pas un sur lesquels on voit des différences les plus marquées entre les clusters. Et en tout cas, sur les clusterings, on n'a pas de grosses différences entre les positionnements, alors ce qu'on appelait gauche radicale et droite radicale. Donc gauche radicale, on a mis LFI dedans et on a mis Parti communiste, LCR et puis d'autres partis. Et droite radicale, on a mis Rassemblement national, Philippot et Zemmour et Asselineau. Et clairement, en gros, il y a une corrélation, mais c'est pas une corrélation en gros avec une vraie séparation droite radicale et gauche radicale, c'est plutôt ensemble et surtout avec les non-partisans. Donc par exemple, si on prend le cluster des désenchantés, on a surtout une très grosse surreprésentation des non-partisans. Donc on voit clairement qu'il y a comment dire une dimension politique définie au sens large, parce que par exemple, c'est aussi le cluster dans lequel on a plus de personnes qui sont désengagées politiquement, alors selon les critères que l'on a définis. Donc ça commence un peu à répondre. Enfin, c'est des éléments de réponse. Je pense que justement, il faudrait regarder en fait enjeu par enjeu. Et là, ça ramène d'ailleurs aux propos un peu introductifs vagues que j'avais sur la limite des items. On a choisi de prendre des items qui avaient déjà été utilisés en France. Pour être honnête, en fait, j'aimerais refaire une enquête de ce type-là dans l'année qui vient ou dans les 2 années qui viennent. Pour le coup, j'aimerais utiliser d'autres items, notamment parce que l'indice de risque des innovations technologiques, il marche pas très bien. Il est à la fois pas très discriminant. Le fait de le présenter comme un risque, bon, enfin, il y a des éléments là-dessus. Alors qu'on pourrait aborder ces questions-là beaucoup plus directement sous la forme de est-ce que vous pensez que ceci, cela. Donc, à mon avis, il faut approfondir, il faut approfondir. Et alors sur la question de mesurer les rapports aux sciences sociales, oui, ce serait très intéressant à faire. Il y a des enquêtes qui ont été faites avec ça. J'ai quelques données, je voudrais un peu regarder, mais j'aimerais bien aussi regarder, comment dire. En fait, parmi les items un peu classiques qu'il y a dans les enquêtes sur les rapports à la science, vous avez notamment des questions dans lesquelles on demande aux gens à quel point est-ce que vous pensez que ça c'est une science. Et donc, généralement, il y a la biologie moléculaire, la physique théorique, etc., etc. Bon, alors, ce qui me déprime, c'est qu'on voit que la sociologie, par exemple, généralement, est considérée comme une science par moins de 50% des gens. Ce qui nous rassure, c'est que l'économie est considérée par encore moins de personnes comme une science. Voilà. À ma connaissance, je suis pas sûr qu'on ait des enquêtes dans lesquelles il y a ça et vaccin. Mais en tout cas, il y a des enquêtes qui étudient un petit peu cela et il faudrait les regarder. Moi, je peux pas tout faire. Voilà. Après, dans une enquête future, la possibilité de mettre les différentes, l'évaluation scientifique des différentes disciplines, j'aimerais le mettre dedans parce que je trouve que c'est intéressant. Et là, pour le coup, on peut faire des clusterings pour voir, en gros, là, pour le coup, vraiment étudier comment les personnes tracent les contours de la science à partir des disciplines existantes. Voilà. Merci Jérémy. Je vois qu'une autre main s'est levée. C'est monsieur ou madame Gandon. Oui, bonjour. Monsieur alors, bonjour. Bonjour, ouais, je suis Sylvain Gandon, je travaille à Montpellier. Donc moi, je suis pas du tout issu des SHS, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis biologiste de l'évolution et je m'intéresse à la vaccination parce que en fait, je m'intéresse à l'adaptation des pathogènes à la vaccination. Et alors, un problème qu'on a quand on travaille sur ces questions-là, c'est de parler, en fait, de communiquer sur nos résultats, en fait. Puisqu'à chaque fois qu'on parle d'adaptation des pathogènes à la vaccination, ben, on contribue peut-être en partie, en tout cas, à mettre du doute, en fait, chez les citoyens. Et du coup, j'étais très intéressé aussi par la question qui vous était posée enfin, sur les solutions, puisqu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est pour ça que je me suis connecté aujourd'hui, c'était pour savoir comment les biologistes, les scientifiques qui travaillent sur ces questions. Alors moi, je travaille sur la vaccination avec un angle bien particulier, puisque c'est sur l'adaptation, sur l'évolution des pathogènes. Comment on fait pour communiquer? Donc, ça, c'est un peu pour une introduction à ma question. Ma question, en fait, elle était je trouvais ça très intéressant d'identifier des clusters, mais je voulais savoir si en fait vous avez l'intention de regarder un peu la porosité entre ces clusters dans le temps. Donc vous avez parlé que vous comptez peut-être rééchantillonner ces individus. Et
et je pense que c'est très important dans la mesure où si on essaie de trouver des solutions, c'est-à-dire essayer de convaincre des gens qui sont vraiment désenchantés de l'intérêt de la vaccination, ben, il va falloir essayer de suivre cette porosité, de savoir quels sont les leviers qui vont être utilisés pour essayer de convaincre des gens. Alors moi, je ne suis pas pour convaincre à tout prix ou imposer la vaccination, mais je pense que un des leviers, ça va être que les scientifiques ben, expliquent un peu mieux un peu mieux ce qu'ils font, quoi. Et du coup, ouais, en fait, je m'interroge aussi sur la place des biologistes, donc comme moi, par exemple, sur ce genre de travaux que vous menez, en fait. Comme c'est mené par les sciences humaines et sociales, je sais pas trop comment, à mon niveau, bien que ça m'intéresse énormément, comment contribuer et en Hmm. particulier et de réfléchir à des solutions, quoi. Hmm. Merci, oui, c'est super intéressant. En plus, bah, en fait, comment dire? Ce que vous me dites, ça me fait penser à quelque chose. Lorsque l'on a commencé à arriver vers la campagne de vaccination contre la Covid, donc à l'automne 2000, à l'automne 2020, il a commencé à y avoir en gros, des publications sous forme un peu de commentaires dans des revues comme Lancet, Science, etc., mettant en garde sur, enfin plutôt, prenant une vigilance vis-à-vis du mécanisme de AME, donc c'est antibody, mince. Bref, ce que l'on a vu avec la vaccination contre la, ah, contre pas la dengue, contre la, Ici contre la dengue, ouais. contre, Facilitation, des anticorps facilitants. ouais, c'est ça. Et en gros, les mécanismes dans lesquels le fait de vacciner des personnes qui ont déjà eu la dengue, en fait, créait, en gros, bah, des sortes d'effets secondaires, d'exacerbation des effets. Et donc, bon, on a des publications dans des publications, dans des articles, dans des revue tout à fait sérieuse, disant, bah voilà, ça c'est un risque, on identifie que c'est possible que c'est lieu de cette manière-là, mais on n'est pas sûr, il faudra voir. Voilà. En fait, je pense que c'est le même type et j'imagine bien, j'ai vu en discutant avec des personnes, il y a eu ces dilemmes-là. C'est est-ce que en gros, on porte à l'attention de la communauté ces enjeux-là, sachant qu'on sait que lorsqu'on publie une letter dans The Lancet, eh ben on sait qu'on va avoir tous les groupes anti-vaccins qui vont le mettre en une de leur, de leur blog, de leur site internet, etc. Moi, en fait, ce à quoi j'ai envie de répondre là-dessus, c'est que, en fait, oui, bah, c'est possible. En fait, c'est vraiment possible. Et on le sait. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu pas mal de travaux. C'est-à-dire que vous avez les principes éthiques de comment il faudrait communiquer, notamment communiquer sur la manière dont les autorités de santé construisent l'indépendance des agences. Ok, très bien, ça c'est ce qu'on dit. Mais par contre, on sait aussi par des travaux empiriques que lorsque l'on fait cela, ça, comment dire, paradoxalement, donc ça peut renforcer la confiance dans les agences, mais à court terme, ça diminue la confiance dans le vaccin parce que ça nous rappelle que bah, potentiellement, les mécanismes de certification des vaccins peuvent rater. Et donc moi, ça me fait penser à ça. Par contre, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup rassuré durant l'épidémie et qui fait que je pense quand même que c'est un pari qui doit être fait, c'est que on a vu une progression spectaculaire des intentions de vaccination en France entre décembre 2020 et l'été 2021. Et en France, on est un des rares pays dans lequel il y a eu une stratégie de transparence de la communication sur les vaccins. On a dit au début, certes, il y a des incertitudes, et au fur et à mesure, on va pouvoir en savoir plus. Ce qu'on sait au début, c'est que ce qui est clair, c'est que si vous avez plus de 65 ans, voilà, là, il y a pas de doute là-dessus, etc. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, la confiance, elle a pu être construite. En disant, ah, regardez, là, on commence à avoir tant de recul. Là, regardez, on peut avoir tant de recul, tant de recul, tant de recul. Et je pense que le risque qu'il y a en gros, par exemple, si The Lancet avait refusé de publier, The Lancet Science, etc., avait refusé de publier ce type de papier parce que oui, mais ça peut apporter le doute, etc. Ce que l'on voit, c'est que ça crée des parcours, d'ailleurs, de déviance chez les chercheurs, dans lequel, au fur et à mesure, ils vont aller publier comment dire, dans des revues alternatives, ils renforcent leur positionnement vers la radicalité, ou alors tout simplement ça se saura et ça devient un scandale. Et en fait, par contre, lorsqu'il y a des vrais scandales, et il y a des vrais scandales, les vrais scandales, c'est ça qui nuit le plus à la confiance dans les autorités. En fait, le Mediator, c'est un vrai scandale. Et donc, ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'on me dit oui, mais les anti-vaccins, ils sont complètement tarés, regardez, ils disent ça, etc. Alors, effectivement, si vous allez, donc ça, et Paul, je ne sais pas si Paul est encore là, mais on a passé un temps assez
assez long sur les sites internet critiques les plus radicaux des vaccins et vous avez n'importe quoi dessus. Mais c'est pas ça, en fait, qui participe à diffuser la confiance. Ce qui participe à diffuser la confiance, ça va être les propos qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus mesurés, qui ressemblent, arrêtez toujours la Paul, qui ressemblent plus à des vrais scandales qui ont eu lieu. Lorsqu'on dit, oui, mais regardez, il y a des conflits d'intérêts entre tel acteur et tel acteur, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a sous-estimé cela. Je ne dis pas si c'est vrai ou pas. Ce que je dis, c'est que la radicalité des contenus, elle est importante. Et donc, plus vous avez des vrais scandales qui émergent, plus les discours qui ressemblent aux discours de vrais scandales ont des chances d'être crus. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est en fait, il faut que vous fassiez le mieux que vous pouvez, mais l'idée de je ne vais pas communiquer parce que ça peut, comment dire, parce que ça peut potentiellement introduire ce doute-là. Moi, j'ai l'impression que ce que nous a montré la Covid, c'est que, bah, ok, peut-être dans un temps court, mais le fait de dire, le fait même quasiment de mettre en scène le fait que on a eu ces doutes-là, on va surveiller, et ensuite, regardez, on a surveillé, et ben voilà, on a contrôlé ça. Ben, moi, j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une des principales leçons de l'épidémie de Covid. Dans tous les pays, on a une augmentation des intentions de vaccination entre janvier et juin. Alors après, en France, ce qui est particulier, il y a aussi le fait qu'on a abandonné le vaccin AstraZeneca à mi-chemin. Bon, ça c'est autre chose encore. Merci, Jérémy. Paul, je ne te vois pas, mais si tu veux intervenir. La réponse de Jérémy me va très très bien. Merci, Paul. Merci beaucoup, Paul. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question ou tu veux rajouter quelque chose? Manifestement, Jérémy. Non, juste, en gros, là, on parle beaucoup d'intervention, mais une des raisons aussi pour lesquelles je pense qu'il faut étudier davantage les rapports d'intervention, c'est que, en gros, là, je suis un peu obligé de répondre à partir de ce que je sais. Mais en fait, il faut qu'on en sache plus. Alors, sur les vaccins, on commence à avoir pas mal d'études. Donc, c'est pour ça que je suis plus à l'aise pour parler spécifiquement de la question des interventions sur les vaccins, même si je suis pas un spécialiste des interventions. Hein, vraiment, je suis plutôt spécialiste de ce qu'il y a en amont, même si ça me pose aucun problème de discuter de ça. Mais justement, en fait, un des problèmes que j'ai à chaque fois pour répondre à ça, c'est que bah, si on veut parler des rapports à la science en général, pour l'instant, en tout cas pour la France, j'ai pas une cartographie très claire de qui pense quoi. Là, on a essayé de le faire avec cette enquête, avec ses limites. En fait, on serait aux États-Unis, on en aurait une trentaine ou une quarantaine d'enquêtes comme ça, on pourrait avoir une idée différente. Moi, je voudrais juste qu'on soit davantage à faire ce type d'études-là et qu'on soit moins dans une polarisation entre, d'un côté, des chercheurs qui partent du principe que la science, c'est génial et que si les gens, ils n'aiment pas ça, c'est qu'ils n'aiment pas la science, point. Et on en a vraiment beaucoup. Et de l'autre côté, le public de sociologie des sciences, pour lequel la question des rapports ordinaires à la science, c'est justement le point de vue de ces personnes qui idolâtrent la science et n'en voient pas les limites et qui ne se sont pas intéressées à ces questions-là. Bon, désolé, je rajoute des choses. Eh ben voilà, Paul, tu te décides, vas-y. Oui, dans la suite de ce que dit Jérémy, je pense aussi qu'en fait, il y a peut-être un des enjeux aussi, mais qui est un enjeu relativement récent, c'est le fait que dans la représentation publique, pas forcément sur les représentations des populations, mais dans les représentations publiques qui sont proposées de la science, traditionnellement, c'était essentiellement quand même les chercheurs qui portaient un discours public sur la science et qui participaient à créer ce que Guérin appelait des cartes culturelles de la science, à faire du boundary work, à travailler les frontières contre d'autres champs, contre les ingénieurs, contre le politique, contre la religion. Et un des changements relativement récents quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui aujourd'hui participent à définir publiquement la science, à proposer des représentations de la science qui ne coïncident pas toujours avec celles des chercheurs, mais qui en reprennent le style, qui en reprennent les grandes lignes, et dont il peut être parfois assez difficile enfin, d'identifier exactement les différences en termes d'intérêt, de provenance, etc. Mais où voilà, il y a presque une perte de contrôle des professions scientifiques sur une de leurs prérogatives, qui est la représentation publique de leur activité. Et ça, par rapport à à ce que tu disais au tout départ, Jérémy, sur la différence entre l'expertise et la science, et les moments où finalement on essaye soit de les dissocier, soit de les rapprocher. Et ben, c'est un des endroits, c'est un des phénomènes à travers lesquels ça se joue, quoi. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, un des enjeux quand même qu'il y a aujourd'hui, c'est la question de la politisation de la défense de la science.
Et dans le contexte actuel, on a une politisation qui est très particulière. Enfin, qui est très particulière. Toute forme de politisation est particulière. Mais il faut la prendre en compte. Lorsque vous avez la défense de la science qui est reprise par un parti donné et qui l'associe à principalement l'innovation technologique et qui l'associe aussi, par exemple, à la stigmatisation des sciences sociales, et ben ça fait quelque chose au rapport à la science qui n'est pas le même que lorsque c'était, par exemple, historiquement, les chercheurs communistes autour de l'union rationaliste, etc. Je pense qu'il faut l'étudier, en fait. Il faut l'étudier. Mais c'est aussi ce qui fait que je trouve qu'un élément qui est pas facile lorsqu'on me pose des questions là-dessus, c'est que aujourd'hui, c'est un sujet qui est, comment dire, qui est politique. Moi, j'ai envie d'appeler à la dépolitisation et en même temps, je suis sociologue, donc je sais que finalement, en fait, de toute façon, en fait, l'intervention sur le monde, enfin, comment dire, c'est une forme de politisation et c'est un peu, comment dire, idéaliste de penser qu'il pourrait y avoir une défense publique de la science qui soit complètement dépolitisée. Par contre, je m'inquiète des formes de politisation de la science aujourd'hui, où on a vu, enfin, je m'inquiète des formes de politisation aujourd'hui. On a encore 5 minutes d'ici la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser des questions. En attendant que vous vous manifestiez, ben, je vais te poser une micro ou deux micro-questions. Je me suis demandé, en écoutant la première partie de ta présentation et en regardant le tableau, comment les gens se représentent l'univers des agences? Est-ce que c'est une nébuleuse Ouais. un peu floue? Quelle différence ils font avec le gouvernement? Quelle différence ils font avec la comitologie là, qui s'est mise en place Ouais. aussi pendant la pandémie Covid? Moi, ça me paraît pas Mm. complètement évident, Non. comme ça, a priori, de manière un peu naïve. Et la deuxième question, en fait, je me la pose parce que je voyais dans les résultats descriptifs du début aussi que en fait, les réponses en termes de proportion de gens qui sont défiants vis-à-vis de la science n'étaient pas du tout les mêmes en termes de proportion selon qu'on parlait de la vaccination en général ou selon qu'on parlait de la Covid. C'était Ouais. 2 fois plus fréquent pour la Covid. Voilà. Dans les clusters que vous avez fabriqués d'une certaine manière, enfin, vous ne les fabriquez pas à la main, mais Oui. c'est quand même une démarche très empirique. Est-ce que vous avez essayé d'inclure d'autres vaccins que la Covid? Alors, pour la dernière question, oui, puisqu'on a fait le même clustering sur le sujet des échantillons, dans lequel il y avait rougeole, grippe, hépatite B et HPV, et vaccination. Je peux pas te dire comment dire, de tête exactement quel a été le résultat. Je me souviens juste que, grosso modo, en gros, ça allait ensemble. D'ailleurs, ça m'a un peu déçu. Dans un monde idéal, j'aurais aimé que les clusters sortent et qu'on ait donc 5 clusters et qu'on puisse montrer, regardez, tel vaccin, il est associé à telle forme. Enfin, la défiance de tel vaccin, elle est associée à telle forme de disposition vis-à-vis de la science en général et la promotion de tel autre vaccin, elle est associée à tel autre. Malheureusement, on voyait surtout une sorte de continuum, un peu de la même manière que là, on a vu un continuum dans les clusters. Voilà, ça, c'est comment dire, deux souvenirs, sachant quand même que c'était réalisé sur un échantillon un peu plus petit. Donc là, on passait de 4000 à 2000. Voilà. Donc, je peux pas te répondre très précisément là-dessus, mais je pourrais au futur le faire. Sur la comitologie des agences, tu as tout à fait raison. C'est pour ça, comment dire, on a utilisé cet item parce que l'avantage, c'est qu'il avait déjà été posé avant l'épidémie de Covid. Donc, ce qui nous permet de dire que, par exemple, il n'y a pas d'évolution nette de la confiance dans les agences. En tout cas, pendant l'épidémie de Covid, et on a les mêmes, enfin, en gros, les mêmes taux de réponse de défiance que dans l'enquête qui avait été réalisée notamment en 2012 par Daniel Bois, où il y avait la première fois cet item-là. Donc ça, c'était important de le faire à ce moment-là. Mais clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Notamment, l'item est fait pour mettre ensemble les agences de santé et les agences environnement. Voilà. Alors après, on a essayé de tester sur la moitié enfin, comment dire, on a fait des tests dans une enquête pour voir s'il y avait une différence si on mettait juste agence de santé et séparé agence d'environnement et on voyait pas de différence. Mais bon, ça pose quand même des questions sur cet item-là. Et par exemple, ce qu'on a fait dans d'autres enquêtes, c'est qu'on a regardé en fait si les personnes connaissaient, alors qui connaissait Santé publique France, qui connaissait notamment les différents comités pendant l'épidémie de Covid, le comité d'orientation de la stratégie vaccinale, la haute autorité de la santé, etc. Et c'est vrai que on voyait quand même une forte proportion de gens qui connaissaient, mais une très forte minorité
qui n'avait jamais entendu, enfin, en tout cas, qui disait qu'il n'en avait jamais entendu parler. Et on s'est aussi intéressé à est-ce qu'il percevait, par exemple, le conseil scientifique ou le comité d'orientation de la stratégie vaccinale comme indépendant ou pas. Et on voyait une grosse proportion, alors je peux pas vous dire de tête, mais dans mon souvenir, c'était bien au moins 30% qui jugeaient que le comité scientifique était pas indépendant du gouvernement, pas indépendant des labos, etc. Ça, clairement, en fait, l'étape d'après, enfin, comme j'ai dit, c'est une première étape et c'est une première étape vers une analyse systématique de toutes nos enquêtes avec ça, où justement on peut explorer ces différences entre les enfin ces différences de perception suivant les agences. Et le but justement, c'est à la fin de de cette étape d'exploration, faire peut-être une nouvelle enquête qu'on pourrait réfléchir de A à Z en fonction de ce que l'on sait déjà sur les rapports à la science aujourd'hui en contexte post-Covid. Mais ce qui n'a pas été facile avec la construction de cette enquête, c'est que précisément ce travail n'avait pas été fait parce qu'en France, il y avait très très peu de recherches sur les rapports ordinaires à la science. Il y avait beaucoup de discours publics et beaucoup de pamphlets, enfin pas de pamphlets, beaucoup de travaux qui sont à la frontière entre l'académique et le politique et qui n'étaient pas beaucoup basés sur des travaux empiriques. Et donc, résultat, lorsque vous êtes petit Jeremy Ward et petit Jean de Ikovac à essayer de construire une enquête, à dire genre, bah, comment est-ce qu'on peut faire une enquête pour explorer aujourd'hui les rapports ordinaires à la science, et ben, c'était comme si il fallait faire ça de briquet de broc, quoi. Merci pour ta réponse, Jérémy. Ben, il se trouve qu'il est 15h30. Il y a une remarque de Hugo. Si tu veux la faire à l'oral, ta remarque. Hugo, tu Non, peux. je voulais pas prendre la parole parce qu'il est 15h30 et surtout c'est la fin, donc je voulais pas relancer une question, mais j'avais l'impression, y compris dans ce que disait Coralie dans cette discussion tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment intéressant sur comment renforcer la confiance des décideurs dans la confiance qu'on peut avoir dans les gens, et que souvent, ce que j'écrivais, on se focalise et la question c'est souvent comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens soient plus pro-vaccin, moins anti-science, etc. Alors qu'il y a aussi peut-être un intérêt à comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une bonne représentation de là où en sont les gens, je mets les gens avec des grosses guillemets, par rapport à leur relation au vaccin, à la science, etc. Et que en ce sens, c'est un peu se cacher, faire un peu chat perché, mais produire de la connaissance là-dessus, c'est déjà un mode d'intervention. Et je faisais le lien, j'écoutais ça hier soir, j'avais une conférence autour de ça, mais sur ce que fait Vincent Tiberi sur le mythe de la droitisation. Et en fait, il y a dans un champ qui est tout autre que celui des rapports à la science et à la politique, mais cette idée que les valeurs de politique se droitisent en France, etc. Et donc lui, avec un très gros ouvrage de synthèse, d'ailleurs, bon, je pense qu'on peut pas faire la même chose sur les vaccins parce qu'il y a des cohortes sur des dizaines d'années, mais montre que justement, il n'y a pas de droitisation, il y a plutôt une gauchisation des valeurs, pour le dire vite, par en bas, mais la droitisation se fait par en haut. En tant que tel, produire cette connaissance-là, ça recentre, ça recadre le débat, et du coup, ça donne des outils nouveaux pour les décideurs et les décideuses. Donc voilà, c'était pas vraiment une question, mais c'est vraiment ça que m'évoquait ce débat. Bah, sur ce point, mais je vais juste très rapidement. En fait, par exemple, si l'on regarde les enquêtes par questionnaire qui sont réalisées depuis 72, mais qui sont surtout concentrées à partir des années 2000, on ne voit pas de détérioration des rapports à la science depuis 20 ans. Voilà. En fait, il n'y a quasiment pas d'indice là-dessus. Il y a un tout petit indice que peut-être sur la question de la santé, il y aurait une petite détérioration entre 2010 et 2020, mais avec la forte présomption que c'est un biais de l'enquête réalisée en 2020 qui est réalisée au moment où il y a la défiance vis-à-vis de tout, puisque voilà, c'est l'enquête Science and You dans lequel vous avez plus de défiance, tous les indicateurs sont un peu au bas, même par rapport à une enquête réalisée l'année d'avant. Donc aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser, en tout cas si on prend la manière de le mesurer qui existe aujourd'hui par les enquêtes par questionnaire, qui a plein de limites, on n'a pas de raison de penser qu'il y a un déclin général de l'autorité culturelle de la science. En tout cas, il n'y a pas c'est pas fondé dans les données. Ça ne veut pas dire que c'est pas forcément vrai parce qu'on peut toujours dire que ces données elles passent complètement à côté du phénomène. Voilà, je pense que c'est compliqué de dire que ça passe complètement à côté du phénomène. Eh bien, Jérémy, ça sera la conclusion de ce séminaire. Merci à tous d'y avoir participé pour vos questions, votre intérêt. On voit dans le chat qu'un certain nombre d'entre vous étaient tout à fait intéressés. Et puis, on vous donne rendez-vous pour dans à peu près un mois pour un autre séminaire dont j'avoue que je ne me souviens pas du titre, mais peut-être. On aura deux présentations. Une présentation de Dimitri Skronias, qui est économètre, qui s'intitulera Comment prendre en compte les biais de participation, le cas d'une enquête en ligne sur les enjeux vaccinaux auprès des médecins généralistes, et une présentation de Stéphane Leglet, méthodologiste et épidémiologiste, qui s'intitulera Par le biais d'une enquête, sélection, mesure et qualité dans les panels. Donc, ce sera notamment très orienté sur la méthodologie
des enquêtes par questionnaire. Je pense que ce sera vraiment bien complémentaire de, par exemple, ce que j'ai présenté là, puisqu'en fait, ces questions de méthodologie, de comment on approche des questions compliquées comme les rapports à la vaccination, les rapports à la science, ça pose justement des enjeux de méthodologie qui seront beaucoup mieux traités par eux que par moi aujourd'hui.